Les images que vous allez voir ont été réalisées par des athlètes avec plusieurs années d'expérience. Le parcours et le cliff jumping sont des disciplines à risque. Ne tentez pas de reproduire ces actions sans expérience. C'est une histoire qui avait bien commencé, de base. Paul, tu as passé la nuit à Rennes avec des militants écolos d'un nouveau genre. Derrière cette vidéo virale se trouve le collectif Wheezy-Gang, 10 Bretons basés à Rennes. Les membres du Wheezy-Gang à Rennes. Le groupe Wheezy-Gang. Le Wheezy-Gang. Le fait d'être avec plein de gars hyper motivés, ça a décuplé les possibilités. Juste, on a été tellement gâtés par la vie en fait de vivre ça en groupe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plus de limites. C'était du bonheur en boîte, c'était un truc de fou. Et c'est ce qu'on disait souvent, mais quand on est ensemble, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Malheureusement, c'est une histoire qui s'est pas très bien terminée. En fait, ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini parce qu'on n'est pas en bon terme. Je sais pas, je me suis senti trahi en vrai. En fait, le sujet, il est hyper complexe et c'est super dur à développer. Ça nous a pris 2 ans, mais aujourd'hui, on va vous dire pourquoi le Wheezy-Gang s'est séparé. Ah là là, sacrée histoire. Faut un clap. Attends, il est pas ouf. Bon bah je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Hein. On a pas mal de choses à se dire. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas été sous pression. Wheezy. Putain. On en est là. C'est une grosse page qui se tourne. Hein. Ouais, ça fait bizarre de repenser à tout ça. Bon, déjà, je pense que ça n'a pas de sens de raconter pourquoi et comment ça s'est terminé sans raconter comment ça a commencé. Comment le Wheezy a commencé? Ça, c'est une bonne question. On va dire qu'au début, c'était Flo, Romain, Louis et moi. On a commencé à bouger sur Rennes et à faire du parcours. J'étais à Rennes dans l'assaut de parcours. On va commencer comme ça. Et j'ai rencontré la plupart des membres du Wheezy là-bas. On s'entraînait, on était tous très motivés. Et du coup, petit à petit, on a commencé un petit peu à bouger, à aller de plus en plus loin pour aller à des événements. Mais on n'était pas trop une team encore. On était juste des gars qui s'entraînent ensemble et qui kiffent. Moi, j'ai grandi à Rennes aussi. J'ai commencé à rencontrer Jérém, Mehdi. Ensuite, il y a eu Léo Agberge qui s'est greffé aussi. J'ai commencé à venir pas mal à Rennes, il venait à Nantes et puis à un moment j'ai rencontré Romain et Louis. On a créé une conve Insta en fait, puis on savait pas quoi mettre comme nom. Et un jour on avait pris des céréales caramélisées pour mettre sur un mur pour que ça accroche. Et ça s'appelait des Wheezy Crisp. Et en fait on avait appelé la conve Insta Wheezy Gang après la session parce que c'était drôle et en vrai c'est resté au final. Et à l'époque on savait pas que ça allait prendre autant d'ampleur donc on avait mis un nom à la con. Mais au final, Wheezy Gang quoi. Et puis petit à petit, on a rencontré de plus en plus de gars. Le début de Wheezy, il y a eu aussi Mathieu et Fab. Je les ai rencontrés grâce à Fabien. Je m'entraînais dans la même salle de gym que lui. Un jour, il m'a dit « Ouais, faut absolument qu'on rencontre des mecs trop chauds à Rennes qui font du parcours et tout. » Et je dis « Bah vas-y, let's go !» Petit à petit, en fait, on s'est groupés et on s'est dit il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a une énergie, il y a un truc cool. Et à un moment, il y a un groupe qui s'est formé et là, on s'est dit que ce serait peut-être le moment de construire quelque chose de plus concret pour peut-être espérer faire de gros projets et un jour en vivre. Enfin, moi, je sais que c'était mon rêve depuis que je suis petit. En vrai, c'était de vivre de ça. Et du coup, la formation de ce groupe, ça a été un petit peu le début de ce rêve, quoi. Quand on s'est regroupé, il y avait vraiment cette envie d'explorer la ville. Et comme on était tous originaires de Rennes, on était un peu centrés sur ce secteur. On est sur les horizons, c'est vraiment... c'est l'immeuble, on veut monter dessus depuis des années. Ça y est, on est là. Et on voulait explorer chaque recoin de la ville, que ce soit en hauteur ou dans les souterrains. L'idée, c'était de poncer la ville, quoi. C'était vraiment notre objectif. Et on avait en commun aussi cet amour pour les vidéos de l'Astoror, tout ce que partageait Astoror, tout ce que dégageait surtout l'Astoror. Ce côté groupe de potes qui faisaient des vidéos partout dans le monde. C'est peut-être bizarre à dire comme ça, mais je pense que sans eux, il se serait rien passé en vrai. C'était un peu des exemples pour nous, quoi. C'est un peu les gars qui ont réussi à faire les projets les plus stylés en parcours et surtout vivre du parcours.
l'une des plus grosses sources d'inspiration, c'est surtout leur film Roof Culture Asia. C'est vraiment le meilleur film de parcours. Je pense qu'aucune team n'a réussi à refaire ça. Et ouais, je crois que toutes les années de Wheezy, c'est un petit peu ça qui a guidé aussi tout notre chemin. C'était vraiment arriver à refaire un projet aussi incroyable et aussi inspirant que Roof Culture Asia. Et du coup, on se demandait vraiment, mais comment est-ce qu'ils font pour gérer tout ça, quoi? Comment ils sont organisés, quel est le rôle de chacun. Et on essayait trop de trouver tous les indices possibles qu'ils laissaient, tu vois, sur leurs vidéos, sur leur site, sur leur publi Insta ou quoi que ce soit. Et du coup, on s'est dit, s'ils ont réussi, nous aussi on peut. Si on s'y met aussi, peut-être qu'un jour ça marchera, quoi. Dans les jours qui ont suivi, on s'est mis à faire des vidéos ensemble. On se voyait le week-end et on rentabilisait le week-end, quoi. On allait, des fois on prenait la caisse de ma mère et on se foutait tous dedans et on allait à Nantes. C'était déjà un certain voyage pour pas mal d'entre nous, quoi, parce que tout le monde n'avait pas le même âge. Quand le Wheezy Gang a commencé, Louis, Mehdi, Jérém, ils sont encore assez jeunes. Déjà, aller à Nantes, c'était une dinguerie. Moi, ma maman, elle me laissait pas vraiment aller à Nantes. Ça a commencé à aller sur les toits et tout, commencé à faire des roof gaps. Ça faisait déjà des sacrées dingueries à l'époque. Go! Bon, on faisait quand même gaffe à faire les choses sérieusement, dans le sens où avant de se lancer, on faisait beaucoup de repérage, on préparait les sauts au sol et on vérifiait la solidité du départ et de la réception. Dès le début, il y avait toujours cette envie de filmer et du coup, petit à petit, on a commencé à filmer de plus en plus et commencé à faire des vidéos et ça a commencé à prendre. Donc il y a cette espèce d'effervescence et cette envie de créer des vidéos, de partager des trucs et de s'améliorer et de s'entraîner et tout. Et du coup, naturellement, en fait, on se voit de plus en plus, on prévoit des choses de plus en plus. Là, j'ai l'impression qu'on s'engrainait tous ensemble à se dépasser et justement à construire un projet le plus stylé possible. Le fait d'être avec plein de gars hyper motivés, ça a décuplé les possibilités. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plus de limites. Et c'est ce qu'on disait souvent, mais quand on est ensemble, il n'y a rien qui peut nous arrêter. On repérait plein de trucs, plein de projets, plein de sauts. Et si c'était pas possible, on allait rendre le truc possible, d'une manière ou d'une autre. On voulait faire un saut, on arrivait dans tous les cas à trouver les accès. À Rennes, on a fait tous les sauts qu'on avait envie de faire. Si on repérait un saut et qu'il y avait un problème sur l'élan ou un truc comme ça, bim, on allait choper des palettes dans le chantier d'à côté et on les ramenait et quand on était plein, on les soulevait à plusieurs et puis ça le faisait. Si jamais on avait envie de monter sur l'opéra et qu'on n'arrivait pas à atteindre l'échelle, on allait se débrouiller pour mettre une corde ou quoi que ce soit avec un balai ou n'importe. Genre tous les moyens étaient bons pour aller au bout de nos projets, quoi. Et il y avait aussi un sens du timing, c'est-à-dire que comme on était tous ensemble dans la même ville, on s'envoyait direct un message, on s'appelait regarde, il y a une grue, ils ont mis une grue dans la Vilaine, vas-y viens le week-end suivant, le dimanche d'après, dès qu'il n'y a pas les ouvriers, on monte dessus, on saute dans la Vilaine et bim, le week-end suivant, c'était fait, quoi. Allez! Tu te rendais compte que les projets un peu fous qui semblaient infaisables, et avec toute l'énergie que chacun mettait, avec toutes les conversations pour réfléchir à comment fallait procéder, au bout d'un moment, on y arrivait. Surtout, on avait fait un projet à Paris, là, où ça avait fait le Manpower. Ouah, c'est loin, ça, putain. Et ouais, les gars, ils avaient envoyé des dingueries, hein. Genre Louis qui s'envoie en front, là, sur le Manpower et tout. J'étais pas vraiment à fond dans la vidéo, en soi c'était les gars qui drivaient un peu le truc. Mais moi je kiffais trop, même si je bougeais pas vraiment énormément à ce moment-là, parce que les gars ils avaient un niveau mais astronomique déjà. Moi j'étais le petit mec qui faisait ces trucs de son côté, mais je kiffais en fait avoir ce groupe et cette énergie. Je sentais quand même qu'il y avait une espèce de motivation, un engouement assez indescriptible. Quand on était ensemble, il y avait un truc qui se passait, une espèce d'alchimie assez folle. Et il y avait une euphorie un peu. Il l'a éclaté! Très chimique, très on est en groupe et quand on se déplaçait, on était tellement qu'on avait l'impression qu'il y avait carrément un rassemblement de parcours alors que c'était que le groupe de potes, quoi. C'était que la team, ça faisait vraiment un côté gang, quoi.
Et on commençait de plus en plus à bouger, voyager ensemble. Au final, le vrai moment où ça a commencé, où on s'est vraiment dit là, c'est une dinguerie, c'est le Wheezy Tour. On est allé en Suisse, il y avait tout le groupe, il y avait toute l'énergie. C'était comment ce film? Il y avait Fabien, il y avait Val, il y avait Léo, il y avait tout le monde. Et vraiment, on voyageait vraiment en groupe. Les courses, on partageait tout. Vraiment, on vivait au jour le jour. Ouais, c'est la Wheezy VC. Avec de la semoule là. C'est trop dur. On allait sur des spots et en vrai, ça nous a débloqué la liberté en fait, Wheezy, je pense, pendant toutes ces années. De passer d'une vie assez simple, parce qu'au final, pour ma part, je suis juste sorti du lycée, je savais pas quoi foutre, comme Jérém ou Louis, et en fait, on s'est tous réunis avec l'envie de réussir et faire du parcours, et en vrai, ça nous a amené vraiment loin quand même. De 16 ans à 18 ans, même si on faisait des vidéos, bah, on n'était pas tout le temps là, ou alors c'était vraiment la passion à côté. Mais je savais qu'après le bac, j'allais pas aller plus loin dans les études. Je savais pas forcément ce que j'allais faire. Mais le fait d'avoir rencontré ces mecs, d'avoir créé ce groupe, ça a mis au clair que j'ai envie d'être libre, j'ai envie de vivre tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on imagine pouvoir faire avec ce groupe. Quand on a acheté le van, en vrai c'était juste incroyable parce qu'on avait tous envie de la même chose et juste faire du parcours, voyager. Imagine, t'as jamais vraiment voyagé, tu te retrouves embarqué comme ça dans une grosse aventure avec tes potes. Bah évidemment, tu découvres la vie quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. On fait découvrir à Jérém, à Mehdi, une façon de voyager, une façon de vivre et une façon d'être heureux très simplement en fait. Juste des potes, aller dans des beaux endroits, faire des belles vidéos, faire des sauts. On commence à transmettre ça, je pense, dans les vidéos. Ça se ressent et puis les gens, ils kiffent aussi cette espèce d'entente de ce groupe qui se complète bien. Développez le Wheezy, achetez-la dans la boutique. On se prenait pas la tête en fait. On faisait des vidéos. Peut-être que les gars se prenaient plus la tête pour faire des vidéos. Mais avec les gars, avec Louis et Mehdi, on était vraiment en train de vivre notre meilleure vie à ce moment-là. Mais quelle vie, mais quelle vie. J'ai même pas les mots, c'est incroyable. En vrai, c'est une école. Se mettre dans l'inconfort comme on le faisait, et bah, ça nous a fait apprendre plein de choses. Si tu as envie d'aller à un endroit, tu peux y aller. Si tu as envie de faire ce saut, tu peux le faire. C'est se donner les moyens de faire ce qui nous fait vibrer en fait. Et au bout d'un moment, moi j'étais en coloc à Rennes. Au bout d'un moment, on a commencé à se regrouper dans cette coloc. Et là, c'était une autre dimension, quoi. On était dans un appart à Rennes tous les soirs. On faisait que de se marrer, quoi. Il se moque de moi, putain. En vrai, c'était juste incroyable parce qu'on avait tous envie de la même chose et rigoler. Qu'est-ce qu'on s'est marré, les gars. Quand t'as des mecs comme Mehdi, Jérém, Oh, comment faire des sacs tout ça? un mec comme Philex, enfin, c'est des gars qui sont tellement drôles de base, ils sont faits pour se marrer, quoi. Donc, Il y avait la coloc à Rennes. Même si on savait pas trop quoi faire, on était là. Et ça donnait peut-être de l'énergie. Peut-être que des fois on était chiants parce qu'on était des gamins. On foutait le bordel à l'appart. On était là à 18 ans. Moi j'ai l'impression que j'ai commencé à vivre après 18 ans, tu vois. Après mon bac. quand on mangeait et tout, ouais, on se regroupait et on parlait des futurs projets, des futures idées, des futurs trucs. L'idée c'était, on veut tester de faire nous-mêmes et de pas trop s'encadrer. Donc il n'y avait pas de notice, d'explication, pas de personne au-dessus de nous. Genre, c'est-à-dire que les décisions qu'on prenait, c'était bah vas-y, on sait pas, on teste et puis on verra quoi. C'est maté d'oreiller. Et on continue à lancer la marque de fringues. Flo il bosse sur les prochaines collectes, tout ça. Donc il y a vraiment une volonté de développer le truc et puis de le faire bien quoi, à notre manière. Et puis surtout de prendre le contre-pied de ce qu'on nous a toujours raconté, de prendre le contre-pied de la société, de ce qu'on nous a dit à l'école, tout ça. Je veux dire, personne ne te dit jamais qu'au final tu peux faire un projet avec tes potes et vivre dans un appart, te marrer tous les jours et commencer à gagner de l'argent parce que c'est aussi
la période où au final on commence à faire des contrats, c'est aussi la période où on commence à gagner en visibilité parce qu'il y a certains projets qui commencent à bien marcher. Je sais que la vidéo de la grue, elle avait quand même bien fonctionné à ce moment-là. Et puis pareil pour celle de Venise. Un jour quand même, il y en a un de la team qui voit qu'il y a possibilité d'éteindre les enseignes lumineuses avec des espèces de petits crochets. Enfin bref, il y a des espèces de groupes qui éteignent les enseignes lumineuses des magasins la nuit. Et nous, on repère ces boîtiers et ça nous fait kiffer de ne pas utiliser la perche, mais d'utiliser un peu ce qu'on sait faire en parcours pour grimper et éteindre ces enseignes-là, quoi. Donc on fait ce petit truc-là, c'est filmé un peu à l'arrache, à l'iPhone et tout, bref. On partage ça le lendemain, le truc il explose de fou. On est assez halluciné par l'ampleur que ça prend et on se fait un peu dépasser par le truc, genre il y a plein de monde qui refait ce truc-là, ça passe partout, Quotidien, machin, Le Parisien, t'as plein de journaux qui nous appellent et tout. Le midi, quand je rentre du taf, je fais des interviews pour la BBC et tout, enfin bref. Tu sens que ouais, il y a un truc qui commence à prendre. Et y a les médias qui débarquent à la maison, il y a Quotidien qui vient à l'appart, tout ça. Donc là, on se dit, putain, c'est que ça peut quand même être sérieux cette histoire, quoi. Il peut quand même y avoir un truc à faire, un truc à jouer. Oui, on se marre, oui, on fait ce qui nous fait kiffer, mais ça a l'air de prendre, quoi. On va continuer, il faudra continuer jusqu'au bout. En fait, la vie, elle était tellement bien, on faisait du parcours, on voyageait, on faisait plein de trucs. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a fait que tourner des vidéos et faire que du Wheezy 100% de notre vie, c'était une folie. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. La chaîne YouTube, elle a grandi. Encore une fois, moi et les gars, on vivait le truc. C'était plus Mathieu, Florian qui géraient en fait la chaîne YouTube. Il y a des rôles qui commencent à se créer dans la team. Félix, c'est notre photographe. Vlado, c'est notre pilote de drone FPV. Moi, je suis celui qui raconte les histoires face cam. Flo, il se met à fond dans développer un peu la structure, tu vois. On essaie de créer une asso, mais bon, au final, il n'y a personne qui adhère à l'asso. Donc en fait, il n'y a jamais personne qui a signé les papiers de l'asso. Donc tu vois, il y a des trucs qui sont en même temps hyper bancals. Et en même temps, on passe tellement des bons moments que c'est dur de se poser et de vraiment se dire venez les gars, on structure le truc, on cadre, on écrit, on fait des contrats, tout ça. On n'avait pas envie de se préoccuper de ça, quoi. L'idée, c'était de vivre l'instant présent, un peu de manière, je pense, immature, au bout d'un moment. L'aventure Wheezy, c'était une aventure de ouf. Moi, j'ai trop aimé, c'était trop bien. Et je dirais que j'ai fait ça pendant environ 2 ans à fond, quoi. Au deuxième Wheezy Tour, celui où on est allé en Espagne et au Portugal, c'était hyper intense. Et à la fin, en fait, on faisait que d'enchaîner les spots, les vidéos, et on profitait de moins en moins, quoi, je trouvais. Oh, ça part en cliff là. Il y a trop de vent, mais on doit quand même cliffer. En plus, il faisait quand même assez froid, c'était en hiver, donc tout était un peu dur, quoi, à la fin. Et moi, je sentais que je perdais un peu de la passion. Et donc j'avais ça, et aussi d'un autre côté, j'avais le fait de vouloir être un peu indépendant financièrement. J'ai décidé de ne pas faire le voyage en Italie après avec les gars. Et au final, après, je suis jamais revenu. Ça s'est fait un peu naturellement que je fasse ma vie de mon côté et que les gars ils continuent leur vie de leur côté. Au début, il y avait un peu un petit froid, un petit malaise un peu bizarre parce que moi, je n'osais pas trop leur dire « ouais les gars, j'ai envie d'arrêter ». Ouais, je me souviens qu'on avait du mal à comprendre pourquoi il avait quitté cette vie-là qui pour nous était clairement la vie de rêve. Et ouais, ça a mis 6 mois jusqu'à ce que je leur dise avec Fabien. Avec Fabien, on a décidé en même temps de quitter officiellement le collectif, quoi. Et ouais, donc en vrai, ça s'est fait assez naturellement et je suis resté direct en bon terme avec tous les gars. En vrai, c'était assez cool. Donc moi, j'ai vraiment rejoint l'aventure au moment du trip en Italie. Quand j'ai un projet qui s'est terminé à Paris, je me suis dit, cette life-là de voyageur parcours, j'en rêve depuis que j'ai 15 ans en fait, donc vas-y, ça part. C'était une vie particulière et c'était un truc super enrichissant, mais c'était clairement épuisant, quoi. C'est insupportable. En fait, c'est une vie qui comporte tellement d'incertitudes sur l'avenir, tout est tellement instable en fait avec cette vie-là que ça peut pas coller pour tout le monde, quoi.
mais ça nous a quand même beaucoup affecté. Après, le truc, il était tellement lancé, on était tellement à fond là-dedans que ouais, les projets, ils ont continué. Ouais. Au fur et à mesure que ça évolue, je pense qu'on crée une espèce de bulle où du coup les plus jeunes ils grandissent dans cette espèce d'environnement, mais qui est une vie complètement à part, quoi. D'un moment, on se retrouve en coloc à Montpellier, une espèce de grosse coloc où au début on paye pas le loyer, donc c'est vraiment. Imagine, t'es entre potes, t'es dans un appart, dans une ville, une nouvelle ville un peu à explorer. Il y a tout qui est trop excitant. Et en même temps, on n'a pas d'espace personnel qui nous appartient, donc même pour se reposer, pour souffler un peu, pour, je sais pas, tu vois, juste se ressourcer, tu vois, c'est compliqué. On était tout le temps ensemble, mais genre tout le temps ensemble, donc c'est-à-dire que tu veux faire à manger, tu fais à manger pour 5, 6, quoi, tu vas te coucher, tu te couches dans une chambre où il y a 2 autres personnes qui dorment, donc c'est une vie à part, hyper riche, et qui nous enseigne énormément de choses, mais si tu fais pas de pause, est quand même assez épuisante. Et en soi, c'était tellement fou qu'on n'a pas vraiment fait de pause. On a cherché des spots autour de Montpellier, des trucs, des vidéos à faire, des sauts sur les toits, des piscines vandales à faire. On a continué, quoi. Ça a monté crescendo et plus ça allait, plus les projets ils étaient fous. Jusqu'à, pour moi, vraiment l'apogée, c'était quand on était en Asie et qu'on a tourné le film. Le voyage en Asie, c'était clairement la réalisation d'un de nos plus gros rêves. C'était la première fois pour nous tous qu'on sortait de l'Europe. On avait pris nos billets d'avion, mais que je réalisais pas. J'étais jamais allé aussi loin que l'Espagne. Mais je me sentais tellement bien dans ce groupe que je me posais aucune question en fait. Moi j'étais un peu réticent avant de partir, j'avais un peu peur de quitter le confort de la France, etc. Mais après, dès qu'on est dans le groupe et que tout le monde est chaud, en vrai, finalement on se sent chaud et au final on a tous pris notre billet, on est parti. Oh, il fait chaud. Wesh. C'était pas forcément mon rêve d'aller en Asie, de faire un film. Mais en fait, le fait que ce soit le rêve de tout le monde, ça m'a fait que c'est mon rêve aussi en fait. Ça m'a donné l'énergie et je sentais que j'avais ma place et qu'il fallait que j'y aille aussi. C'était un peu la concrétisation de tout ce qu'on avait fait avant. Est-ce que ça va marcher au bout du monde? Est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire un truc fou? Après, vu la gueule du groupe, forcément, on va faire un truc de dingue. On était 9 à l'autre bout du monde. Je le dis dans le film, 9 à l'autre bout du monde. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pendant 1 mois et demi, tout le monde était là. Je sais que c'était de l'or. Les premiers jours, en fait, c'était juste la liberté folle. On était libre, en fait, de débloquer plein d'endroits. Juste avec tout ce qu'on avait appris avant, on avait un peu un passeport de la liberté là-bas, je dirais. Surtout, je m'en souviendrai toujours, les piscines vandales avec Louis, les premiers jours. Je pense que c'était un des rares moments où j'étais présent à 100%. C'est-à-dire que j'attendais pas la suite. C'était vraiment le truc que je voulais vivre et je voulais être nulle part ailleurs. Là, chaque personne donnait le max de ce qu'elle savait faire. Tout le monde était habitué à être ensemble. Ça fonctionnait en symbiose parfaite. En fait, je crois que Wheezy et l'alchimie Wheezy, ça m'a fait vraiment me rendre compte de ce que tu peux faire avec un groupe d'éther. De toute façon, ouais, l'exemple le plus criant pour moi, c'est vraiment le roof gap de Bangkok. Louis et Mehdi qui repèrent un roof gap à Bangkok, là, qui semble infaisable. En fait, il est seulement faisable en mettant du sable. On a réussi à tous prendre nos sacs de voyage, les remplir de sable. Il devait y avoir, je sais pas, 500 kilos de sable. Et aller monter sur le toit. On a monté tout ça de nuit pour rendre le saut faisable. C'est incroyable. Il y a toute la team qui tape en même temps. Et ensuite, on y vient quelques jours après et les gars, ils se lancent sur un saut, mais c'est gigantesque, quoi. Je crois que c'est le saut le plus gigantesque que j'ai vu. Je me suis pas mal dépassé pendant ce trip. Ouais, au niveau du parcours, c'est un des moments où j'ai
plus puiser dans ce que je suis capable de faire, surtout mentalement. Le thème du voyage, c'était quand même les roufs et les hauteurs. C'était très puisant et en même temps, c'était hyper enrichissant. Le fait de se faire confiance à 100% dans ces moments-là, ça donne un espèce de sentiment de confiance en soi qui est énorme. En vrai, le film Civilisation, pour moi, c'est le plus gros accomplissement du groupe. C'est vraiment un moment où on a mis toutes nos énergies pour servir le même projet. Et en vrai, moi, le voyage en Asie, je l'ai vécu comme un vrai rêve éveillé en fait. Je m'attendais vraiment à tout sauf à ça, quoi. C'était vraiment une vibe unique. Juste, on a été tellement gâtés par la vie en fait de vivre ça en groupe. Et je pense que la vie, elle pourrait se terminer dans pas longtemps. On aura déjà vécu pas mal de choses. Il y avait une énergie de groupe, c'est vraiment un truc de fou à vivre où tu te sens carrément meilleur parce que les autres sont là. Ouais, ça représente vraiment la détermination au sens propre. On veut faire quelque chose, on le fait, il y a aucun problème en fait. C'était pas questionnable de savoir si on allait réussir ou pas en fait. Pour nous, c'était en mode bah, on va faire ça en fait. Et on le filme. C'est même la plus belle chose j'ai l'impression qu'on ait servi à la communauté. Ça nous a permis de les rencontrer en vrai, de voir les réactions de tout le monde dans la vraie vie parce qu'on a diffusé ça au cinéma. Et puis voir les réactions en live quand on l'a mis au cinéma, il n'y avait rien de plus puissant et en vrai ça m'a rendu hyper fier. Oh, c'est bon, c'est fait. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. What's up, c'était énervé les gars. Putain, on n'avait pas vu ça avec Jérém, Suga et ça. Ah, magnifique, c'est un film, c'est un putain de film. Et ce qui est fou, c'est que du coup, on a fait un truc dont on est ultra fier, alors qu'au fond, les problèmes, ils étaient déjà là, mais ça marchait quand même. C'est bizarre parce que du coup, ça représente en même temps la plus belle chose qu'on ait faite et en même temps le début d'une fin assez prématurée. Parce que je m'imaginais pas du tout que aussi peu de temps après avoir fait le plus gros projet de notre vie, eh ben, Wheezy, ça se casserait la gueule. Du coup, avec Wheezy, en fait, c'est fou parce que de l'extérieur, c'était l'impression que tout marchait, que tout allait bien. Mais, je sais pas, je dirais un petit peu au milieu de la durée du projet, du coup, vers 2022, il commençait déjà à y avoir des petits conflits et des petites questions sur la suite du projet. En fait, on se faisait beaucoup de réunions pour un petit peu savoir qu'est-ce qui allait pas. En fait, le sujet, il est hyper complexe et c'est super dur à développer. Et même si je pensais avoir pris beaucoup de recul, bah, en fait, le ressortir comme ça, c'est toujours assez dur. En fait, Wheezy, c'est plein de mecs qui sont motivés, mais on n'a pas le même âge, on n'a pas le même passé, on n'a pas été éduqués pareil. Et communiquer ensemble, ça n'a pas toujours été facile. La fin de Wheezy, c'est en partie un problème de communication, mais pour moi, c'est aussi quelque chose de bien plus profond que ça. On s'est acharné pendant des années à essayer de communiquer ensemble. Léo Serve, il a essayé de mettre des trucs en place, et d'ailleurs un grand merci à lui, pour qu'on arrive à communiquer tous ensemble. L'idée c'était de se regrouper dans des endroits neutres, donc comme des jardins publics, et d'avoir un bâton de parole, et du coup ça permettait de s'exprimer voilà, sans jugement, il n'y avait pas le droit aux vannes, tu vois, il y a des petites règles un peu établies, des règles de communication non violentes, qui nous ont permis de gérer des petits problèmes ou même des situations de crise comme il pouvait y en avoir parfois, quoi. Il y avait un point de rupture en fait. Il y avait un truc où si on fait pas quelque chose de différent cette fois-ci, ça meurt sur le champ, quoi. Quand on est dans le rush des projets, de l'euphorie, des rires, on se rend pas forcément compte de la réalité des autres. C'est là qu'il y a des disparités qui se passent. Et là, moment jardin, on est tous assis au même endroit, on est tous à la même enseigne dans le sens que on doit écouter les autres et on doit parler d'une manière qui parle de notre ressenti. Chacun est capable de se sentir entendu. Ça fait qu'on peut se livrer, on peut dire ce qu'on a sur le cœur en fait. Sauf qu'au final, il y a une partie du groupe qui ressortait toujours un peu frustrée de ces séances de communication, on va dire. Je pense que la version officielle qui a été annoncée sur les réseaux, qui n'est plus forcément disponible, c'était qu'il y avait des disparités. Mais en soi, bien sûr, il y en avait, et ça, on va pas mentir là-dessus. Et c'est normal dans un groupe, je pense, parce qu'il y a forcément des leaders un peu. Il y a des gars qui ont naturellement pris le lead dans le groupe. Et en fait, qu'on le veuille ou non, il y avait une espèce de hiérarchie qui a commencé à s'installer. Dans Wheezy, il y avait aussi des points importants.
c'était le montage des vidéos. Il y avait Matt et Flo qui s'occupaient principalement du montage. Et du coup, ils s'étaient un petit peu positionnés comme les chefs de Wheezy, entre guillemets. On va dire que c'était aussi eux qui géraient les tournages et qui géraient pas mal de trucs comme ça. Assez naturellement, avec Flo, on discutait beaucoup entre nous, on voyait que ça marchait bien et qu'on était assez raccord sur pas mal de choses. Et du coup, on leadait sur beaucoup de projets, beaucoup de décisions. En fait, même si on avait tous envie de réussir à participer à ce projet de manière égale, pour que le projet nous appartienne à tous. Mais je pense que malheureusement, Florian en particulier, et Mathieu, qui a été un petit peu emporté dans le truc aussi. En fait, je pense qu'ils étaient dans le déni, ils voulaient qu'on participe tous, mais au fond, je pense qu'ils voulaient vraiment garder le plus gros pouvoir de décision et garder la main sur le projet, plus que les autres. Au bout d'un moment, pour Florian, lui, c'était le projet avant le groupe de potes. Ça a toujours été un peu le boss, on l'a toujours mis un peu sur un piédestal, et lui, il a toujours cru que c'était lui le boss en fait et qu'il faisait tout. Parce qu'en fait, on a toujours été un peu en dessous, à lui montrer qu'il avait toujours raison, à aussi être influencé vraiment par lui, parce qu'en fait on avait 18 ans les gars, faut pas oublier quand on a commencé, et c'était vraiment facile de nous avoir dans la poche. On pouvait pas le contredire. En fait, si on le contredisait, c'était un peu fin du projet en fait. Bien sûr, il délivrait une charge de travail énorme, et en vrai on peut que être reconnaissant pour beaucoup de montage qu'il a fait. En fait, il s'est énormément investi dans le projet, mais je pense qu'au fond il y avait un espèce de truc peut-être un peu malsain, où il voulait que le projet lui appartienne quand même plus. On faisait tous un petit peu des liens dans le groupe entre chaque personne. Et du coup, c'est ça qui créait cet équilibre assez fragile, qui pouvait paraître genre hyper solide de l'extérieur, mais qui au final était hyper fragile. C'est s'il y en avait un qui partait, et en fait, ça foutait la merde. Et en fait, c'est des petits trucs, plein de petits trucs, qui ont fait prendre conscience, je pense, à tout le monde qu'il y avait un déséquilibre énorme. Et en fait, ce déséquilibre, c'était que par exemple, tout le monde pouvait être d'accord sur un partenariat à faire ou sur une direction à prendre ou des collègues de fringues à faire, un style de fringue à faire ou voilà, un projet que quelqu'un avait envie de faire et qui était bien amené et que tous les autres étaient en mode « Ah ouais, trop stylé !» Il suffisait qu'il y ait Mathieu ou Florian par exemple qui ne soient pas d'accord et du coup ça se faisait pas. Et au bout d'un moment, c'est hyper dur parce que tu es impliqué dans un projet et tu te rends compte qu'en fait c'est pas ton projet. On a fait un projet de groupe où il y avait 2 personnes qui leadaient, quoi. Ça pour moi, oui, c'était la vérité, quoi. Et au-delà de ça, chacun apportait énormément de choses. Je pense que ce qui a manqué, surtout à la fin, c'est le côté reconnaissance de ce que eux ils apportaient. Je pense que ça a été un peu mis de côté et c'est une erreur de notre part en vrai. Il y a eu un manque de reconnaissance sur le simple fait d'être tout le temps là et de mettre 100% de son temps au profit de Wheezy. C'est-à-dire qu'on faisait rien d'autre dans notre life et du coup n'avoir que ça, ne pas faire d'études, juste compter que sur ce projet, c'est un gros investissement et j'ai l'impression que ça n'a pas été beaucoup reconnu. En même temps, quand on nous appelait pour venir, on disait oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on allait faire d'autre? On n'allait pas retourner au lycée. D'un côté, on a un peu dit oui à tout et en même temps, si on disait non, c'était un peu la fin, on allait nulle part en fait. La team était un petit peu scindée en 2 groupes et c'est ça aussi qui créait des conflits. Il y avait une team du coup un peu post-prod et une team qui faisait pas vraiment de post-prod. C'était surtout Louis, Jérém et Mehdi qui étaient dans toutes les vidéos, qui mettaient 100% de leur temps. Mais du coup des fois ils étaient un petit peu perdus à pas vraiment savoir quoi faire de leur temps quand nous on faisait de la post-prod. C'était aussi normal de pas savoir quoi faire dans un projet aussi éparse et aussi libre que ça. Il y a des fois où quand nous on faisait de la post-prod, eux ils faisaient les cons et ils faisaient les cons du genre être avec des bouteilles en plastique et se battre avec ça. Ça faisait un vacarme énorme et du coup on n'arrivait pas à se concentrer. Il n'y a pas besoin de courir, tu vois, il va revenir parce qu'il sait très bien qu'on habite ensemble. On était tellement focus sur le travail et un peu dans le tunnel du truc que je pouvais plus voir ce qu'il faisait tellement je charbonnais, quoi. En fait, quand tu passes 6 heures par jour sur un montage et que tu as besoin de te mettre dans un état de concentration de ouf et que tu vois que les autres ils sont à la coloc et ils savent pas trop quoi faire, ils tournent un peu en rond et ils attendent que les trucs repartent. Et en soi, ça paraît logique parce que on a toujours fonctionné comme ça, tu vois. Mais ouais, moi ça m'a un peu rendu ouf à ce moment-là. Et le projet, l'envie de réussir, l'envie d'accomplir nos rêves a pris le pas sur l'amitié qui nous liait. Et je pense que ça a été vraiment l'erreur. Dans le projet, il y avait une personne qui gérait les fonds, on va dire. Avec les gars, Mehdi, Louis, moi, Léo,
même Félix, même Mathieu en soi, on jetait pas d'œil à l'argent, on s'écartait un peu de tout ça parce que on savait que le truc qui pouvait rajouter de l'instabilité, ça serait l'argent. Et on le savait au point où on fuyait un peu l'argent au final. On n'avait pas trop envie d'en faire, enfin c'était un peu c'était pas tabou mais on n'en parlait pas vraiment. Au début, les vidéos, quand elles ont commencé à marcher, ça a commencé à faire un petit peu d'argent et tout. Ensuite, on a commencé à ouvrir une boutique en ligne, du coup à pouvoir vendre les vêtements, les posters. De base, on s'était dit que Wheezy, c'était vraiment le commun. C'était vraiment genre un projet communautaire. Et du coup, tout l'argent investi, ça allait dans du matériel, par exemple pour augmenter la qualité des vidéos. Un van aussi qui nous a coûté quand même 10K. Et du coup, on s'est jamais vraiment payé. Parce qu'être neuf dans un groupe et se payer, il fallait des milliers d'euros et on ne pouvait pas, c'était impossible de se payer en fait. On gagnait rien quoi. Enfin, sur nos comptes perso, on gagnait vraiment pas d'argent. Pendant trop longtemps, en fait, on s'est dit que c'était pour investir dans le projet pour qu'il devienne encore plus grand et que quand on commence à faire vraiment assez d'argent, on puisse tous gagner suffisamment et en vivre. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que du coup, à la fin du film, quand du coup ça a quand même généré pas mal d'argent, on s'est redistribué du coup l'argent des vidéos YouTube, l'argent de la boutique, l'argent du film. Mais ça n'a pas forcément été fait correctement. C'était dur de quantifier le boulot de chacun en fait dans le groupe. Par exemple, Louis, il a risqué sa vie. Il a fait des sauts de fou entre deux toits en Asie. C'était inestimable en fait. Moi, je me suis donné et ça se voit pas, j'ai l'impression. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression d'avoir donné de ma personne, sauf que la manière dont on me le renvoie, c'est mec, t'en fais pas assez, tu t'investis pas assez, va bosser et va faire de l'argent et après reviens dans Wheezy pour faire des trucs pour nous. Du coup, je sais pas, je me suis senti trahi en vrai. Il y a aussi eu l'impression qu'on s'était partagé les sous pour que ça se finisse un peu. On sentait petit à petit que c'était la fin. Est-ce que Wheezy c'était rattrapable à la fin? Je pense que oui. Mais en même temps, oui et non, parce qu'on a essayé de le rattraper et on n'a pas réussi. Donc peut-être on aurait pu faire mieux pour essayer de rattraper le truc. Mais moi, je sais toujours pas comment. En fait, ça avait plus aucun sens notre discussion et plus personne s'écoutait. Et du coup, ça pouvait pas durer longtemps. Et c'est un peu triste parce que quand tu prends chaque personne séparément, c'est quelqu'un de talentueux. Forcément, quelque part, il est talentueux. Et c'est ça qui était trop beau et tous ensemble, ça faisait une symbiose de fou. Et parfois, l'excès de la qualité de quelqu'un, c'est ça qui a posé le problème. Mathieu, par exemple, il pouvait lancer une aventure, il pouvait lancer une énergie et tout le groupe était en mode « ouais, ok, ça part ». Et voilà. Et sauf que le problème, c'est qu'un leader, sur un moment comme ça, s'il prend un peu l'excès de confiance, et c'est ce qui est arrivé, après, il croit qu'il est responsable de tout. J'écoutais les choses qui n'allaient pas pour eux, mais je ne faisais pas en sorte, je pense, avec le recul, de régler ces choses-là dans le fond. Et en même temps, je crois que si on réglait ces choses-là, c'était un peu la fin du groupe. C'est-à-dire que le groupe, il s'est bâti aussi sur des déséquilibres qui ont toujours été là d'une certaine manière. Et rééquilibrer ces trucs-là d'investissement au bout de 5 ans, étant donné les caractères et les personnalités de chacun des membres du groupe, je pense que ouais, c'était impossible. Wheezy, c'était 99% de notre vie en fait. En fait, on n'avait pas le temps pour avoir une copine, pour faire un autre sport, pour quoi que ce soit en fait. Et après l'Asie, chacun avait sa petite life. Certains ont rencontré une copine, certains avaient d'autres ambitions. En fait, je pense que le projet devait changer. Ça pouvait pas continuer comme ça. On avait tous mûri, on avait tous appris des choses, notre vie changeait en fait. En tout cas, on aurait pu finir correctement. Quand tu charbonnes et tu relèves pas la tête, tu t'y perds en fait. Je pense qu'on s'est perdu et le moment où on relève la tête, c'est cuit quoi. C'est fini. On essaie de se recapter avec les gars et c'est un fiasco. Il n'y a plus la complicité, on essaie de se refaire un trip en Espagne. Il n'y a plus la communication. Tout est dur, il n'y a rien qui est simple. Et en fait, je suis dans le déni complet et je me dis non, mais c'est pas possible que ce soit fini comme ça. Et avec Florent et Romain, on fait ouais, ok, vas-y, on continue à 3 et let's go quoi. Et ça, je pense, c'est vraiment la pire décision qu'on n'aurait jamais dû prendre parce que c'est vraiment, on peut très bien continuer sans vous. Et en vrai, c'est totalement faux. Je vais m'en rendre compte au fur et à mesure des vidéos qui vont suivre, les vidéos où on est 3 sur la chaîne. C'est plus des vidéos Wheezy en fait. Oui, c'est sur la chaîne Wheezy parce que Flo avait les codes et moi je peux monter une vidéo et j'ai des spots à n'en plus finir. Mais c'est pas des vidéos Wheezy. Genre ça faisait un petit peu, on part avec le projet, ça a généré tout ça.
Merci beaucoup d'avoir contribué. Et du coup, voilà votre petite part, assez misérable. Et nous, on se barre avec le projet et ça va continuer, on va faire des trucs trop stylés. Mais vous, débrouillez-vous. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était plus un groupe de potes, mais des collègues en fait. Ça avait cassé la magie du groupe de potes. On savait en soi qu'il y avait des potes avec qui on avait plus d'affinité et d'autres non. Né au point où il n'y avait plus besoin de nous. On s'est un peu fait virer, mais sans trop nous le dire en fait. Et le moment où on l'a officialisé un peu avec les gars, c'est quand il y a notre image qui a été utilisée sur Wheezy, sur la chaîne YouTube, alors qu'on n'était plus dedans. Et bah c'était un peu la goutte de trop. Parce qu'il y avait Florian, Romain et Mathieu qui continuaient à faire des vidéos sur la chaîne YouTube Wheezy Gang. Ce qui n'avait aucun sens parce que Wheezy Gang c'était 9 potes. Comme Florian, il a décidé que c'était son projet plus que le nôtre. Et que du coup, si lui, ses rêves changeaient, et bah le projet changerait avec. Bah du coup, ça nous laisse complètement de côté en fait. En fait, ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini parce qu'on n'est pas en bon terme. On n'a pas divisé comme il fallait Wheezy. C'était le rêve que j'avais depuis que j'étais gosse qui s'est arrêté d'un coup. Et ça m'a un peu fait perdre tous mes repères et je savais plus trop ce que je voulais faire. Ça m'a dégoûté même des vidéos, ça m'a dégoûté un peu du training. Heureusement, à ce moment-là, j'ai rencontré ma copine quand même. En vrai, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis de penser à autre chose. Parce que je pense que si elle n'avait pas été là, ça aurait été bien plus sombre. C'est ça qui est dommage, c'est que ça a un peu corrompu tous les souvenirs qu'on avait de l'Asie. Parce qu'au final, j'avais l'impression d'avoir un groupe de potes, mais de fous. Ce qui était le cas. Parce qu'on avait le même objectif. Mais à la fin, c'était plus un groupe de potes. Et tout ce qui s'était passé avant, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était un vrai pote à ce moment-là ou pas? Ouais, le truc que je me pardonne pas trop, c'est vraiment d'avoir fait ce move de partir avec la chaîne, quoi. Partir avec la chaîne, avec le van, avec les trucs. De plus avoir l'envie et la force de remonter les choses. Ça a été dur, hein, clairement, à assumer. Le moment où je me rends compte de ça, ça se fait sur plusieurs mois, je pense. Tu sens que tu as pris la mauvaise décision, tu vois, tu as pris la mauvaise direction. Et du coup, je décide d'arrêter, j'en parle à Flo, et on décide d'arrêter la chaîne, d'arrêter tout ça. Du coup, il y a eu une grosse phase d'acceptation, pas mal de haine en soi pour nous. Je parle moi, Jérém et les autres. Moi, j'étais toujours en bon terme avec tout le reste du groupe. Je les revoyais, on en parlait énormément parce que tout le monde l'avait en travers de la gorge. Il fallait qu'on fasse quelque chose, il fallait qu'on boucle tout ça. En tant que grand rêveur, je disais, mais ce qui serait fou, c'est qu'on oublie tout ça, on met notre ego de côté. On a tant appris à communiquer avec ce projet. Pourquoi un truc d'argent, un truc si futile, c'est quelque chose c'est du papier. Pourquoi ça ferait que ce groupe explose? On a travaillé sur notre communication, et bah en fait la preuve que ce projet nous ait servi, ça serait de le finir bien en fait. Ça serait que cette crise-là, ce problème qui est la fin de Wheezy, et bah viens on le résout, comme ça c'est fini. On n'aura pas la rancœur, on n'aura pas les souvenirs qui sont brouillés par tout ce qui s'est passé. Putain, merci les gars de me faire vivre toute cette dinguerie là. C'est grâce à vous tous qu'on est là en vrai, putain. On s'était dit, on pourrait peut-être envoyer un message à Mathieu, parce qu'en fait on avait eu des news comme quoi Mathieu a vécu un peu la même chose que nous au final, et que même à 3 ils n'avaient pas réussi à faire des vidéos, donc on s'est dit, ben voilà, maintenant c'est peut-être le moment d'essayer de faire quelque chose et de boucler la boucle. Je pense que l'idée de ce docu, c'est d'essayer de raconter un peu ce qu'on n'a pas montré dans Wheezy et de partager une expérience humaine qui a été hyper riche, qui s'est mal terminée. Mais qu'est-ce qu'on en ressort? Est-ce qu'on reste là-dessus comme un espèce d'échec et on se parle plus et on s'adresse plus la parole et puis on n'explique jamais aux abonnés ce qui s'est passé et tout? Ou alors on prend ça comme une espèce de grande expérience de vie et avec le recul, c'est personnellement ce que j'ai eu envie de faire. Et de se dire, ok, bah, on met notre ego de côté et qu'est-ce que moi j'ai merdé. Et en fait, avec le temps et avec la prise de recul, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que j'aurais pas dû faire, des trucs que j'aurais fait différemment si c'était à refaire, quoi. Matt, au bout d'un moment, est venu vers nous pour s'excuser. Vu qu'on a vu qu'il était sincère et tout, on a accepté ses excuses. Après avoir bien repris contact par message, on s'est fait une petite visio et on a décidé de se rejoindre dans les Pyrénées pour se faire un petit road trip comme à l'ancienne, essayer de retrouver un peu cette vibe de groupe de potes qui avait été un peu à l'origine de Wheezy, quoi. Du coup, Mathieu nous avait proposé surtout de faire un documentaire justement pour qu'on puisse vraiment passer à autre chose et que ça permette de vraiment clore Wheezy.
Je pense que la morale de toute cette aventure et de toute cette histoire, c'est qu'évidemment tout ce qu'on a vécu, ça a apporté énormément de positif, mais aussi pas mal de frustration et de conflits. Mais le truc le plus beau, c'est de mettre son ego de côté, de se dire qu'on s'en fout en fait de qui a le plus taffé, qui était responsable de quoi. Il fallait juste se laisser du temps pour digérer et pour se laisser vivre des expériences chacun de notre côté. Se rendre compte tout seul que mais c'était fou ce qu'on a vécu et c'est ça qui doit en ressortir en fait. C'est pas genre une fin nulle de guerre d'ego. Et en fait l'important c'est d'être là aujourd'hui, d'être en voyage avec les potes, de voir les sourires sur les visages et si au moins ce docu peut permettre à des gens de pas faire les mêmes erreurs que nous, de permettre à des potes qui se seraient fâchés de se réconcilier, ben au moins on aura gagné ça quoi. L'idée c'est clairement pas de faire une Villebrequin et de dire ouais c'était de sa faute machin. L'idée c'est de fêter Wheezy et de rendre hommage à tout ce qu'on a vécu et d'être dans un bon état d'esprit pour terminer cette histoire et passer à la suite. Moi je me sens quand même assez en paix avec tout ça maintenant. Ça va faire 1 an et demi que tout ça c'est fini. Et on avait besoin de communiquer à tout le monde. On avait besoin en fait de vous dire comment ça s'est fini. On avait besoin de respecter toutes les personnes qui ont investi dans ce projet, qui ont cru en ce projet. Ça vous a plu? Ouais, en fait, j'ai juste envie de m'excuser parce qu'on n'a pas été transparent sur les raisons de la fin de Wheezy. Parce qu'en même temps, c'était pas facile pour nous et on savait pas trop comment l'expliquer bien à la commu. J'ai tellement envie en fait que les gens ils sachent ce qui s'est passé et qu'ils sachent aussi à quel point on est reconnaissant de toute l'aide qu'on a eue. Parce que c'est incroyable. Si ce docu sort, ça veut dire qu'il est temps de passer à autre chose pour beaucoup d'entre nous. Il y en a qui se sont déjà relancés sur YouTube. Si vous matez ce docu et que vous avez envie de suivre les aventures de chacun, il y aura les chaînes YouTube en description de chacun des gars qui ont participé au Wheezy et qui ont souhaité se relancer sur YouTube. Ouais, encore merci à tous ceux qui ont soutenu le projet parce que c'est fou en fait, c'est tellement généreux. Si on a pu faire tout ça, c'est vraiment grâce à tout le monde. C'est grâce à vous qui êtes derrière cet écran, qui posez vos petits likes ou juste la vue, juste ça en fait. En vrai, un grand merci à tous les gens qui nous ont soutenus. Franchement, je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir autant d'amour de la part des gens. Ça nous a motivés et c'est ça qui nous a fait aller toujours plus loin et essayer de faire des projets toujours plus beaux parce qu'on voyait que ça plaisait et les gens ils nous le rendaient. Et donc ouais, un grand merci. Franchement à tous les gens qui ont cliqué sur nos vidéos, quand on était en galère, quand on a fait des cagnottes. J'ai jamais vu une commu aussi soudée que la nôtre en fait. Merci aux gens qui nous ont aidés quand on était dans la merde à Hong Kong. Donc non, en vrai je pense qu'on avait une commu de fou. C'est la moindre des choses en fait qu'ils aient un récit transparent sur la fin de Wheezy. Merci beaucoup à tous les gens qui nous ont suivis, les gens qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Moi ça a été des années complètement folles. Je pensais pas que c'était possible d'être aussi heureux, donc merci à tous ces gens-là. En vrai merci à ce groupe de fous furieux. Les gars, en vrai c'est fou tout ce qu'on a fait ensemble. Genre à chaque fois que j'y repense ces derniers temps, maintenant qu'il n'y a plus Wheezy, j'ai même l'impression que c'est irréel d'avoir vécu autant de dingueries et ouais, vraiment d'avoir vécu mes rêves. Si j'ai envie de mettre les magazines que j'ai écrits et réalisés en version PDF gratuite, je me dis que c'est la moindre des choses de rendre ça accessible gratuitement pour vous tous qui nous avez soutenus. Du coup, le lien sera sans doute en description. Je remercie déjà tous les gars qui ont fait partie de l'aventure, tous les gars qu'on a croisés sur les voyages, Manu, les gars de la UPK, Théophile, Big Up à JM aussi qui nous a pas mal aidé et donné des bons conseils et tout à l'époque et qui nous a rejoints sur pas mal de voyages. Vraiment bête de souvenirs. Big Up aux Suisses aussi. Pour remercier tous les abonnés qui nous ont soutenus, on met le film sur YouTube. Régalez-vous les abonnés. C'est incroyable ce qu'on a fait. Et c'est la meilleure manière de finir parce qu'on a fait un truc magnifique. On le finit proprement, pas de rancœur, rien. La fin de ce projet, c'est de montrer qu'on est suffisamment intelligent pour passer au-dessus d'un concours d'ego, d'un problème d'argent, tout ça. On s'en fout. Le projet Wheezy, c'était pas de l'argent. C'était du bonheur en boîte. C'était un truc de fou. Pour respecter tous les gens qui nous ont soutenus, et on le finit avec le sourire. Il faut pas être triste en fait que ce soit fini. Il faut être heureux qu'on l'ait vécu en fait. My heart was beating fast.
Après, il va y avoir de la suite. Chacun a ses projets. Donc Wheezy, peut-être que c'est jamais fini au final. Il y aura des membres de Wheezy un peu partout.